Avoir des rapports non protégés avec ses partenaires car elle n'est pas prête à dévoiler sa sérologie. Elle vit dans une extrême précarité. Elle s'inquiète qu'en dévoilant sa sérologie, plus personne ne s'occupe d'elle. C'est elle que je vais rencontrer en premier. Les partenaires ou les trois partenaires que j'ai, s'ils apprennent que je suis malade, ils ne viendront plus en aide. Si je le dis à tout le monde, si déjà un l'a fait avec moi, les autres le feront aussi. Je ne fais pas exprès. Je le fais juste parce que je suis dans le besoin et l'autre, il ne veut pas. Je suis contrainte. Celui qui me fait le marché, celui qui a les examens à payer, et le petit est pour moi. Si l'aide ne vient pas de mes parents, s'il y a que lui qui essaie de m'aider. Mais vous pouvez le contaminer, donc il peut tomber malade aussi, puisqu'il a des rapports non protégés avec lui. Ça, je pensais à ça, mais jusqu'aujourd'hui, si c'est pas possible, je ne le fais pas exprès aujourd'hui. Il ne veut pas se protéger. Et moi, je suis dans le besoin. Il ne peut pas saluer quelqu'un qui entend le ménage. Et pour lui, quelqu'un qui soit positif, c'est quelqu'un qui est sur lui, ne sachant pas que moi-même, qui suis avec lui, il faut lui demander d'aller se faire dépister. Il dit qu'il ne peut pas être malade. Je me dis, j'ai un gros cœur, il faut supporter tout ça seul. Je supporte tout dans le cœur. Je n'ai même pas quelqu'un avec qui il faut parler de ça. Si je n'ai pas pendant la réunion, écouter les autres parler, essayer de me libérer un peu de ce que j'ai dans le cœur. Si on peut m'aider pour un temps et puis ça s'arrête, on risque juste de retomber encore dans ce que j'ai promis ou j'ai accepté d'arrêter. Que va-t-il se passer s'il arrivait que votre partenaire tombe malade et qu'il meurt? Oui, ce sera de mauvais. Chacun d'entre nous a déjà perdu un parent, un ami, un collègue à cause du sida. Il faut donc qu'on en parle pour briser le tabou. Les personnes vivant avec le VIH ont le droit de vivre comme celles qui ne le développent pas. L'homme que tu rencontres est le premier venu. Tu ne portes pas de préservatif. Et tu veux que Dieu te protège comment? C'est à toi d'abord de te préserver et Dieu t'aide dans ce sens-là. C'est pourquoi nous essayons d'éduquer nos enfants en disant faites cela. Et puis à côté, on demande l'accompagnement de Dieu. Dieu accompagne toujours. Dieu accompagne souvent sur une mauvaise voie, si c'est celle-là que vous avez choisie. Hein. On voit ou bien vous n'êtes pas d'accord. Je pense que toutes les religions ont des ressemblances. Il y a aussi des points de convergence. Et ça, c'est des éléments, des points de... Vous pouvez mettre à profit la religion comment? Une guérison spirituelle. Quand vous êtes déjà infecté, cette guérison spirituelle aussi aide à vivre positivement. Elle aide à accepter votre statut sérologique. Elle vous aide à éviter d'infecter l'autre. Parce que si tu le fais, tu as péché. C'est ce que moi j'appelle péché. Donner volontairement l'infection à l'autre. Mais le fait que vous avez été infecté, parce que vous avez à un certain moment de votre vie un contact sexuel, ce n'est pas ça péché. Parce que vous avez le virus à cette occasion que vous avez péché. Non, ce n'est pas ça péché. Le péché, c'est de donner le virus volontairement. Parce que sinon, si on se met dans la catégorie de VIH, là on met le VIH dans la catégorie des péchés, et l'enfant qui ouvre ses yeux dans la vie avec un VIH, qu'est-ce qu'il a fait pour pécher? Est-ce qu'il doit être puni parce que sa maman a péché? Non. Chacun répond devant Dieu de ses actes. On ne va pas faire d'évangélisation ou d'islamisation. On ne va pas trop tergiverser. Mais on ne peut pas parler de sida sans faire référence à la religion. On ne peut pas faire fi de ça.
Mais quand même, ne vous mettez pas sous les coupoles ou bien sous, sous les parapluies divines en disant que je suis comme ça, c'est parce que c'est Dieu. Il y a 6 ans de cela, j'ai perdu une amie qui avait le VIH. Je constatais qu'elle avait toutes les maladies opportunistes, mais jusqu'à son dernier souffle, elle n'a pas accepté son statut. Elle persistait dans le déni en me disant qu'elle avait été fétichée par des personnes jalouses d'elle. Elle n'avait que 29 ans et était mère de 2 enfants. Si elle avait accepté son statut, peut-être serait-elle encore en vie aujourd'hui. Dès lors, je me suis sentie concernée par la situation des personnes vivant avec le VIH. Mon film ne se réduit pas à la lutte contre le sida. Il veut rappeler l'humanité de toutes ces personnes courageuses, désireuses de s'en sortir. Montrer leur quotidien, leur fragilité, que leur combat n'est pas seulement une lutte contre la maladie, mais une lutte pour la vie. C'est cette humanité que je voudrais vous donner en partage. Vous savez que chez nous, les Noirs, quand l'homme meurt d'abord, on accuse la femme. Quand la femme meurt, on accuse l'homme. Et je peux vous dire que j'ai porté ce fardeau. Et après 2 ans et 6 mois, j'ai commencé à avoir des palus sans arrêt, des petits abcès. Et je m'énervais aussi beaucoup. Et c'est comme ça, j'ai pris tout mon courage un jour. Je suis allée à la PMI de London. Il n'y avait plus de réactifs là-bas. C'est comme ça qu'on m'envoie à la PMI des glaces. Et à l'époque, le médecin-chef là-bas, c'était le docteur Azat Safio, qui est aujourd'hui au paludisme. Et c'est comme ça que le docteur Azat me demande « Pourquoi vous voulez faire ce test ?» Et je lui ai dit « Je vais faire ce test parce que j'ai perdu le papa des enfants. » C'est comme ça qu'il me prélève. Il envoie une infirmière me prélever. Et c'est comme ça que l'infirmière m'a prélevé. Et le lendemain, à 7 heures, j'étais sur ses portes. Et c'est comme ça qu'il m'a pris en entretien. Il avait déjà des résultats. Il a commencé à me demander comment votre mari souffrait. Est-ce que vous savez de quoi est mort votre mari? Je lui ai dit non. Et entre-temps, j'avais déjà porté le fardeau. Vous savez que nous, les Noirs, on ne cache rien. Ça finit toujours par sortir. Et c'est comme ça qu'il me questionne. Est-ce que ton mari avait des boutons au corps? J'ai dit oui. Est-ce qu'il faisait des palus sans arrêt? J'ai dit oui. En tout cas, tout ce que le docteur Safio me demandait, c'était oui, oui, oui. La finalité, c'était que votre test est positif au VIH1. J'ai dû pleurer. Je me suis alarmée devant lui. J'ai pleuré, 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 pleuré. J'avais commencé à faire ce palud un mercredi. Je suis allée au cabinet de groupe pour me faire prélever. Donc, lorsque je suis descendue du taxi, je suis tombée plutôt en route. Et les infirmières du cabinet de groupe sont venues me soulever pour aller à l'intérieur et me faire des perfusions. J'ai repris vraiment connaissance. Retournant à la maison, je suis restée toujours sur les traitements qu'on m'avait prescrits au cabinet de groupe. Et quand j'ai pris le traitement de mercredi à dimanche, je ne tenais plus. Je ne tenais plus, veut dire, je ne pouvais plus sortir, je ne pouvais plus préparer à manger aux enfants. J'étais constamment couchée. Le dimanche matin, l'un de mes fils m'a sorti pour me mettre sur un matelas dehors pour que je puisse prendre un peu de l'air. C'est là que je suis partie dans le coma. Donc quand je suis partie, quand on m'a mis sur le matelas, je dormais. Pour moi, je sais que je dormais. Mais je me suis retrouvée plutôt le mardi à l'hôpital de Melun. Mon fils m'a dit que quand nous sommes arrivés
La toute première chose, on m'a prélevée. Et quand j'ai posé la question à savoir ce qui était passé, mon fils m'a dit que maman, tu as traversé beaucoup des étapes pour arriver ici à l'hôpital de Melun. J'ai dit, mais essayez de me dire. Et tout ça, ça tournait dans ma tête. Je ne comprenais même pas bien ce qu'il me disait. Et il m'a dit que non, on t'avait amené aux urgences du CHL. Arrivant là-bas, ils ont dit que tu as le VIH, que tu as le sida. Même sans te prélever, j'ai commencé à pleurer, maman. C'est comme ça que mon fils m'a expliqué. J'ai appris ma sérologie en 2002 lors d'un mal d'estomac chronique qui n'arrêtait pas vraiment de me faire mal, suivi des diarrhées chroniques aussi, dont je perdais du poids. Et c'est à la suite que je suis allée faire mes tests de dépistage volontaire. 2 jours après, j'avais les premiers résultats et c'est de là où j'ai su que j'étais infectée. J'ai été tenaillé par une maladie dont je ne comprenais pas exactement la persistance. Et cette maladie m'a amené à avoir des fièvres tous les soirs continuellement. J'avais une perte de poids vraiment considérable. J'avais une voisine avec qui je m'entendais très bien. Et cette dernière m'a amené auprès de sa maman qui était infirmière dans un centre de santé. J'ai pu rencontrer le médecin-chef qui a décidé de m'hospitaliser. À la suite de cette hospitalisation, que le médecin a décidé qu'on fasse des examens approfondis. Et c'est après ces examens qu'un jour, elle m'a annoncé mon statut en me disant que la cause de tout ce que j'ai pu subir jusqu'à présent était le fait que je sois infecté par le virus du VIH et que je sois séropositif. J'ai su ma sérologie après le décès de mon défunt mari. Quand il est mort, j'étais souvent malade, j'avais le palu, les violents maux de tête. Donc ça n'allait pas, je commençais à maigrir. C'est comme ça que je suis partie dans un cabinet médical. J'ai fait l'examen, on a trouvé que j'étais séropositive. Le jour que j'avais appris ma sérologie, c'était fort. Je suis revenue à la maison, j'ai trouvé mes enfants. Je les ai appelés tous dans la chambre. J'ai dit, regardez, on a dit que j'ai le VIH, donc votre papa était mort du VIH. On ne savait pas. Moi, j'ai le VIH. On a commencé à pleurer avec les enfants. On a pleuré quand même un peu. Au moins 30 minutes, on a pleuré. Les enfants ont dit, maman, donc toi aussi, tu vas mourir comme papa. On va faire comment? Tout de suite, mon pasteur est arrivé à la maison. Il m'a consolé avec les enfants. Il m'a dit, ne crains rien, ne crains rien. Regarde seulement à Jésus. Tu seras sauvé. Donc, si ton mari est parti, il n'est pas dit aussi que c'est toi qui vas partir. Il n'a pas dit que les enfants doivent être orphelins de père et de mère. Donc, accroche-toi. Certains médecins peuvent manquer de tact en annonçant brutalement à des patients leur séropositivité. Alors, un matin, le médecin vient. Il m'a balancé ça comme ça à la figure. Est-ce que tu sais que, Anguillet, tu es séropositif? J'avoue que sur le coup, je suis tombé des nues. Ça a été vraiment comme un poignard dans le cœur pour moi. L'annonce, elle est d'autant plus réussie que la personne a été suffisamment préparée, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'entretien pré-test. Donc, quand la personne a été suffisamment préparée, l'annonce est plus facile. Mais l'annonce n'est pas réservée seulement aux psychologues. En principe, toute personne qui a été formée justement dans le cadre de l'annonce, dans le cadre du conseil, peut être amenée à annoncer la séropositivité à une personne qui serait venue faire le test. Tout dépend justement du tact, de la manière et de la confiance justement que le prestataire établit justement avec son client. Mais quelle que soit la façon dont ils l'apprennent, que faire?
Souvent, quand les gens arrivent, ils attendent d'être mis sous traitement. Mais ce que les gens oublient, c'est qu'à côté du traitement, il y a aussi d'autres paramètres. Ils ont besoin d'être soutenus. Donc, ils attendent beaucoup, non seulement sur le plan médical, mais également sur le plan psychologique, parce que vous savez que généralement, quand on apprend son statut sérologique, c'est un peu comme une sentence de mort. Beaucoup de gens qui n'acceptent pas justement leur séropositivité vont alors avoir des comportements, si vous voulez, un peu négatifs, donc contraires en fait au comportement responsable qu'on attend d'eux, et qui vont justement, pour cacher cet état de fait, vont vouloir s'affirmer en ayant ce genre de comportement. Mais quand les gens sont bien préparés, généralement, ça se passe bien et les gens adoptent facilement des comportements responsables et évitent justement ce genre d'attitudes qui peuvent justement enfreindre à leur propre vie, à leur propre santé. J'avais deux idées, deux alternatives qui arrivaient dans mon esprit. La première, c'était d'abord de refuser. Je me disais, non, c'est faux, ça ne peut pas m'arriver. Et à travers cette alternative, je me disais, bon, puisque ça m'est arrivé, il faudrait que je puisse aussi contaminer les autres. Étant donné le moment où je suis comme ça, bon, ben, je vais le faire aussi. Il faut que les autres soient aussi dans ma situation. La deuxième, c'était celle de m'enfuir de l'hôpital et pouvoir me suicider. J'ai eu la chance d'avoir le soutien spirituel de certains évangélistes, pasteurs et autres qui arrivaient au niveau de l'hôpital. Et à partir de là, ça m'a donné quand même un brin d'espoir. Quand bien même je n'étais pas convaincu encore sur ma situation. L'imagerie de la lutte contre le sida occupe une part essentielle. Pas un carrefour, pas un panneau d'affichage n'y échappe. Enfin, presque. Dans la plupart des cas, derrière ces affiches, il y a des programmes. Mais le visuel ne remplace pas les hommes et le contact avec les personnes vivant avec le VIH doit être renforcé. Le projet Access, si on veut le définir, on parlerait d'accélérer la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Et c'est un projet qui est opérationnel depuis 2002, qui a été effectif grâce au fonds qu'on a appelé Solidarité thérapeutique. Et ce projet permet aux Gabonais d'être mis sous traitement antirétroviral, parce que vous savez qu'avant les années 2000, du moins avant 1995, le traitement évoluait entre 400 et 600 000. Et le projet Access permet aux Gabonais de payer donc leur traitement antirétroviral, du moins ceux qui sont séropositifs, à moindre coût, c'est-à-dire un coût évoluant entre 10 000 francs et la gratuité. Donc ce projet est effectif depuis 2002 et à ce jour, nous avons plus de 7 000 patients sous traitement. Les chemins qui conduisent vers leurs domiciles respectifs sont aussi difficiles, mais leur engagement est sans limite et je me dois de les suivre pas à pas. Lorsque je voyais autour de moi des personnes mourir, des personnes qui ne s'acceptaient pas, qui se laissaient mourir, qui infectaient aussi les autres volontairement, en fait, je me suis sentie concernée. Je me suis dit, il faut que je m'implique, il faut que je mette du mien, je dois participer, je dois faire quelque chose. Surtout lorsque je voyais les jeunes, les enfants infectés, et même les nouveau-nés. En fait, l'Afrique nous interpelle. Je me suis sentie concernée, je me suis levée. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Nous avons créé cette association dans le but de lutter en synergie afin d'aider les autres PVVIH à se prendre en charge. Pourquoi? Parce qu'il y avait des PVVIH qui ne se reconnaissaient pas dans leur statut. Une fois qu'on leur déclare qu'ils sont séropositifs, ils n'acceptent pas jusqu'à entraîner à la mort. C'est pour cela qu'on a décidé d'aider les autres. Oui. Oh. Nous voulons que notre association soit vraiment reconnue officiellement, que ça soit vraiment... Nous voulons vraiment travailler
Nous voulons nous faire sentir vraiment que la population sente que nous existons. Il y a beaucoup de choses que nous voulons faire, mais quelque part, nous sommes toujours un peu coincés. Dans notre association Donne ta main, nous faisons de l'accompagnement et nous expliquons les autres comment il faut vivre avec la maladie au quotidien et comment il faut vivre dans la famille avec les enfants. Parce que c'est bien beau de vous protéger, mais vous aussi, vous devez protéger les autres et leur encadrer. Donc, c'est ça notre rôle, le soutien psychologique, l'amour du prochain, la crainte de Dieu. Donne ta main, les personnes clés sont 3. Il y a Sidonie Siaka qui est la présidente, et Wurewa Jacqueline, la secrétaire générale, et moi la trésorière. Sidonie, elle coordonne tout. Jacqueline, elle est très forte en plaidoyer, et moi je suis très forte en suivi. Être au quotidien avec les malades, l'accompagnement, ça c'est mon rôle que j'aime. Parce que moi j'aime être au quotidien avec les malades, au chevet de leur lit, discuter avec les malades, leur ramener à la raison. C'est ça mon rôle dans Donne ta main. Le ministère, quand ils ont des activités, on nous amène témoigner. Quand les médicaments sont en rupture, le ministère fait des démarches et déclenche le problème. Nous allons être un peu encadrés, interviewés, filmés pour celles qui l'ont accepté à cause d'un projet tenu par Madame Vélé Pauline, que vous connaissez, qui s'occupe elle surtout des orphelins et des enfants vulnérables et qui a réussi à obtenir une aide pour faire un documentaire. C'est un documentaire un film documentaire sur la vie des personnes vivant avec le VIH-Sida, leurs difficultés, la vie associative, tout. Enfin, elle va vous l'expliquer mieux que moi. L'Obdas Gabon, c'est une ONG créée en juillet 2002 à Genève par les premières dames d'Afrique qui se sont réunies suite à la grande réunion de 2001 qu'on appelait l'UNGAS, la réunion des Nations Unies. En tant que leader dans leur pays, elles se sont senties concernées par la lutte contre le sida et elles ont pensé qu'elles pouvaient faire quelque chose. Et donc en 2002, elles ont créé cette organisation qui existe actuellement dans plus de 40 pays africains. Surtout depuis 2 ans, nous nous sommes orientés vers une aide plus spécifique des femmes en grossesse diagnostiquées séropositives à la première visite prénatale. Cette cible très sensible et très fragile qu'est la femme en grossesse n'était pas vraiment prise en charge, n'avait pas sa spécificité de prise en charge. Donc nous avons voulu soutenir les activités normales de la santé publique qui s'occupent, elles, de la prise en charge des femmes enceintes, en prenant, nous, en compte celles qui sont diagnostiquées séropositives, de façon à éviter au maximum la transmission du virus de la mère à l'enfant. Le virus qui est là, il n'y a pas un virus africain, un virus américain ou un virus français. Il y a un virus. Et ce virus est le même, la transmission est le même. C'est pourquoi quand je vois souvent qu'on fait l'amalgame un peu entre Gabonais et autres nationalités, il n'y a pas de virus malien, un VIH malien, un VIH gabonais, un VIH ivoirien. VIH égale VIH. Donc faites attention, c'est le même VIH. Les femmes que nous aidons, nous les amenons à adhérer à un groupe de parole que nous avons créé avec elles et pour elles depuis plus d'1 an. C'est un lieu d'échange, d'expérience, un lieu de partage de difficultés et un lieu de formation. On leur explique bien ce qu'est le sida, on leur explique bien comment faire la prévention, on leur explique bien comment se protéger et comment former les autres gens autour d'eux, en particulier leur famille ou leurs partenaires. Nous leur donnons l'occasion de créer des liens avec d'autres personnes qui ont à peu près les mêmes difficultés. Donc elles deviennent responsables de leur vie, elles peuvent agir mieux avec une meilleure information pour mener leur vie avec le virus. On peut vivre longtemps seulement si on accepte de vivre avec. C'est comme toute autre maladie. Et en plus de cela, ne pas partir aussi chez les Nganga.
Parce qu'en 96, quand j'avais été découverte séropositive, on avait beaucoup de frères et de sœurs qui prenaient déjà les antirétroviraux, mais après un temps, ils ont abandonné parce que les Nganga venaient nous chercher à l'association, même là où on se trouvait. Il y a beaucoup qui ont abandonné les médicaments, qui sont partis voir les Nganga. Mais quand ces séropositifs partaient et quand ils revenaient sidéens. Donc, mes frères et sœurs, Dieu nous aime et je crois qu'il fera encore de grandes choses. J'ai trouvé en ces dames un courage. Et je crois j'ai souvent tracé le palier du changement de comportement. J'ai souvent vu, parmi le groupe, notre groupe de parole, certaines de ces femmes sont au bas de l'échelle, d'autres au milieu et certaines haut de l'échelle. Il y en a qui sont séropositifs dans la salle depuis plus de 15 ans et d'autres ont découvert leur séropositivité il y a 1-2 mois seulement. Donc cette différence d'expérience et cette différence de survie, de durée étant séropositive a fait beaucoup de changements, apporte beaucoup de changements dans notre groupe de parole. Tous les antirétroviraux doivent être gratuits pour tout le monde. Toutes les ordonnances de maladies opportunistes doivent être gratuites pour tout le monde et tous les bilans liés au sida, les bilans pré-thérapeutiques surtout et les bilans de suivi devraient être gratuits. Le Gabon est l'un des rares, sinon le seul pays qui ne bénéficie pas de subventions internationales parce que nous sommes un pays à revenu intermédiaire tranche supérieure. D'où la nécessité donc de la mise en place de ce projet qui a permis aux Gabonais démunis et même aux non-Gabonais d'accéder à moindre coût aux antirétroviraux. Je suis dans le truc d'imprimerie depuis quand je vivais avec mon mari. J'avais un atelier que mon mari avait construit sur bail. Je travaillais dans cet atelier. C'est moi qui montais les maquettes, qui faisais tout. Arrivé à un moment donné, le propriétaire de l'atelier m'a fait partir de l'atelier parce qu'il voulait donner chez les Chinois qui doivent payer plus cher. À partir de cet atelier, je ne pouvais plus faire mes activités parce qu'il y avait les gens qui me connaissaient, qui m'appelaient aussi. Quand on a quelque chose à faire, quand tu me donnes le travail, je ne pouvais plus faire là où je suis. Je prends, je viens chez Tony, je fais. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je me retrouve chez Tony. C'est comme ça que je vis pour garder mes orphelins. Comme je me sens un peu vraiment bien, je vais même à Port-Gentil chercher le poisson. Je viens vendre au marché. Et ça me fait aussi changer un peu d'air. Ça me met à l'aise pour ne pas toujours aller par-ci, par-là, demander 1000 francs, 2000. Quand je sais moi-même que j'ai mes 5000, j'ai mes 2000, j'ai mes 10 000, je suis à l'aise, je suis très contente. Donc, j'aime trop m'occuper. En dehors de ça même, je fais les tricotages, les chapeaux que les femmes portent. Moi, c'est moi qui tricote ici. Je vends aux Béninoises en gros. Et puis, elles revendent. Je fais tout ça ici à la maison. Mais quand je vais à Port-Gentil, je laisse d'abord le tricotage à part. C'est quand je rentre maintenant du marché le soir que je fais le tricotage. Au PNLS, j'arrive le matin, je m'occupe un peu, je fais de l'accompagnement, je fais le ménage. J'ai normalement 80 000 francs par mois. J'ai vraiment mon premier témoignage dans Amina, une dame généreuse. Et Corinne, elle vit en France, c'est une Française.
Elle m'a parrainé une fille, Kéliane. Elle envoie l'enfant tous les 3 mois, 35 000. Je remercie vraiment Madame Corée. Qu'elle continue. On a décidé à vendre l'épargne parce que on a dit qu'il ne faut pas que les PVVIH pleurent tous les jours. Il faut qu'on ait une activité génératrice de revenus de façon qu'on peut subvenir à nos besoins, aux besoins des membres de nos associations. C'est l'AGR de 3 associations, Espoir Vie Plus, Chaîne de l'Espoir, plus Mieux Vivre avec le VIH. On est parti voir un partenaire. Le partenaire nous a aidés. Il a dit, je ne peux pas vous donner l'argent parce que quand on vous donne l'argent, souvent vous dépensez cet argent. Je ne peux que vous donner quelque chose que vous pouvez commercialiser. C'est comme ça qu'elle a accepté de nous amener pour nous donner l'épargne. Elle nous a donné cette épargne, elle nous a soutenus en nous donnant l'argent pour payer le loyer au moins pour 3 mois. Une personne passe aujourd'hui, soit Geneviève, soit Christine, soit Hervé. Et la prochaine fois, c'est l'autre qui vient rester. Quand on n'a rien à faire, on se retrouve tous là. Et on s'associe à la vente. On accueille les clients. On vient d'ouvrir, ça fait même pas 1 mois et demi. Donc, on sait qu'à la longue, ça va marcher. Face à la maladie, on peut s'interroger sur l'action concrète de l'État. Pour cela, 2 femmes, des techniciennes, témoignent tour à tour de l'action sur le terrain. L'État a mis en place un programme stratégique national qui accorde donc un volet de prise en charge holistique des enfants vulnérables et des orphelins en matière d'appui alimentaire, en matière d'appui scolaire. Et lorsqu'on regarde plus loin le terme de vulnérabilité, il faudrait qu'il y ait un certain nombre d'éléments, notamment on parlera du logement, on parlera des soins de santé, on parlera des aliments, on parlera même des vêtements, on parlera du soutien psychologique et spirituel. Donc, il faut pouvoir réunir tous ces éléments pour qu'un enfant puisse être pris en charge. L'autre aspect, c'est les familles. Il faudrait qu'on accorde un soutien, n'est-ce pas, aux familles qui prennent en charge ces enfants, parce qu'il faut qu'on le dise que jusqu'aujourd'hui, la famille est l'institution qui nous permet de pouvoir garder les orphelins et autres enfants vulnérables. Et le PSN, donc le plan stratégique national, a prévu qu'il faille mettre en place une prise en charge globale des OEV. L'autre aspect de l'État, c'est d'avoir quand même pensé à mettre en place un ministère qui a en son sein une composante qui s'occupera justement des orphelins et des enfants vulnérables. Je crois que c'est aussi déjà un plus. Et lorsque on regarde un peu la loi des finances, on se rend compte qu'il y a timidement quelque chose qui a déjà été fait, mais c'est encore largement insuffisant. Il y a un autre aspect qu'il ne faut pas qu'on oublie, c'est ces apports de différents acteurs. Il y a des hommes politiques, il y a des associations qui essayent d'offrir quelque chose aux orphelins. Mais je pense qu'il serait mieux de pouvoir coordonner ces actions parce que l'enquête qu'on a eu à réaliser en 2007, fin 2007, nous révèle que le soutien apporté aux OEV est encore en deçà de 10%. Donc c'est insuffisant par rapport à tout ce qu'on a comme population. Au niveau de l'État, je crois qu'en ce moment, l'État s'attelle
à pouvoir d'abord connaître le nombre d'enfants. Combien d'OEV nous avons dans notre pays. Et si nous connaissons le nombre, il faudrait également faire une analyse de la situation des OEV. Et c'est cette analyse qui va nous permettre de mettre en place des interventions appropriées et qui répondent vraiment à la réalité de ce problème. Le plan stratégique national 2008-2012 vise l'accès universel des populations gabonaises aux services de prévention, de soins et de traitement, mais également l'atténuation de l'impact du VIH-Sida sur les populations gabonaises. Les objectifs visés sont de deux ordres essentiellement, notamment réduire les nouvelles contaminations, mais aussi améliorer significativement la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH et les personnes affectées par cette pandémie. Il est évident que les cibles prioritaires sont également les personnes vivant avec le VIH-Sida. Il est préconisé dans le nouveau plan stratégique qu'on intensifie le dispositif actuel de prise en charge des personnes vivant avec le VIH, avec en perspective la décentralisation des centres de traitement ambulatoires et autres services qui prennent en charge médicalement les personnes vivant avec le VIH. Dans le plan stratégique, il est également préconisé un appui nutritionnel aux personnes en détresse qui se font soigner, pas à toutes les personnes infectées par le VIH, mais celles qui sont essentiellement dans le besoin. Les dispositions ont été prises pour que des enquêtes soient menées sur toute l'étendue du territoire. Ces enquêtes nous ont permis de réactualiser nos données. On partait en 2004 de 8,1% de prévalence VIH. En 2007, nous sommes à 5,9%. Ça ne fait pas partie de notre culture que d'aller spontanément se faire dépister pour telle ou telle maladie, mais on observe aujourd'hui que les populations vont spontanément vers les centres se faire dépister. Et cela voudrait dire que les messages que nous véhiculons sont en train d'être acceptés, intégrés par les populations. Il y a quand même un changement dans les comportements des populations, un changement dans les mentalités, un changement dans les attitudes, mais il y a lieu quand même de maintenir les efforts qui sont engagés, sinon de les renforcer. Lorsque j'ai appris mon statut, je n'avais pas une idée de pouvoir continuer à avoir une vie sexuelle normale. Au moins, tout était terminé. Je n'avais plus espoir. En fait, j'avais aussi un dégoût vraiment pour les femmes en général. Je me disais non, c'est peut-être à cause d'elles que je suis dans cette situation. À un moment donné, en allant au groupe de parole, comme je disais, ça me permettait de voir des femmes et des hommes qui étaient dans ma situation. Et donc, je me suis dit, bon, il n'y a rien d'anormal. Donc, ça veut dire que la vie peut continuer. Peut-être d'autres femmes auraient aimé être à sa place. Alors, donc, ça créait des tensions, des dissensions. Au début, certaines d'entre elles ont tout fait pour nous séparer. Et depuis, on a décidé vraiment d'être encore plus unis que jamais. Le fait de se rencontrer, de vivre ensemble a été pour nous d'abord non seulement un exemple, mais aussi une occasion de pouvoir rassembler nos idéaux, nos ambitions et éventuellement nos projets et autres. On se préserve, on vit pleinement notre vie sexuelle, on la vit pleinement. Ouais, seulement en se protégeant toujours pour éviter de se surinfecter. Vous savez que les hommes sont ce qu'ils sont. Mon ami, déjà de un, je vous dis qu'il voulait aller à balles réelles avec moi. Moi, je lui ai dit non, je ne peux pas accepter la surcontamination parce que j'ai mes enfants à élever. Mes enfants viennent après Dieu, c'est mes enfants. Donc, comme il voulait à balles réelles, je lui ai dit non, non, non. Depuis le décès de mon mari, j'avais décidé de ne plus aimer un homme. Parce que j'avais souffert dans son mariage. Donc, je ne sais même pas si je peux encore vivre avec un homme. Si je regarde mes enfants, ils sont déjà grands. Que quelqu'un va venir, qu'ils vont commencer à appeler papa ou tonton là, ça ne va pas me plaire. Ça ne plaira même pas à mes enfants. Donc, je préfère faire ma vie comme ça, faire mes petits jobs pour m'occuper de mes enfants.
vivre en couple, les deux séropositifs, ça serait mieux. Parce que l'un connaît ce que l'autre traverse et l'autre connaît ce que l'autre traverse. Mais quand l'autre est négatif, l'autre est positif, celui qui est négatif, il a toujours de doutes. Même quand il te voit prendre les médicaments. Il est même souvent tenté, il peut même aller jusqu'à tenter, même à prendre même tes comprimés. Bon, un séropositif, il prend conscience de ce que tu vis avant de s'engager. Les séronégatifs, moi j'ai peur d'infecter quelqu'un. On peut être infecté et continuer à vivre avec une personne non infectée. Par exemple, si on apprend au moment où on est dans cette situation et on vit avec quelqu'une ou quelqu'un qui n'est pas dans cette situation, on peut continuer à vivre normalement. Disons, le seul remède, c'est de pouvoir se supporter, s'accepter et accepter l'état de l'autre. Bien sûr, en se préservant, parce que c'est le plus important. J'ai 8 enfants, une fille et 7 garçons. Je vis avec 6 ici au Gabon et 2 sont au Cameroun. Ils n'ont jamais regardé le côté de ma maladie. Ils s'en foutent. Ils prennent part de moi. Ceux qui font les petites activités, ils ne peuvent pas partir sans cogner ma chambre, sans demander à leur sœur, parce que je dors avec leur sœur, sans demander, maman est là, maman dort encore. Ça me fait plaisir. Et j'ai la paix de cœur avec eux. J'aime bien mes enfants parce qu'ils ne m'ont jamais rejeté. Mes enfants, quand je finis de manger, même au contraire, c'est moi qui arrache la cuillère. Que non, ne touchez pas. Mais mes enfants aimeraient que si je finis même de manger, ils prennent ma cuillère, ils vont manger, mais je ne veux pas. Mes enfants, je les ai préparés. Quand j'étais touchée, quand j'ai commencé à reprendre, eux, ils partaient à l'école. Je restais la journée. Je m'occupe du ménage, je prépare. Et surtout le petit garçon junior que j'ai envoyé au Cameroun depuis 2 semaines là, il est parti. Et c'est lui qui était là, sa petite voix, quand il fait 22h moins le quart. Parce que ma dernière molécule, je la prends à 22h. C'est lui avec sa petite voix. Maman, tu as déjà pris les comprimés? Je vous dis que depuis 2 semaines qu'il est parti, sa petite voix me manque pour le moment. Mais les filles ont pris relève. Ils savent que je suis malade et ils voient comment je combats pour leur avenir, pour qu'ils réussissent dans la vie. Il n'y a plus de tabou. Je suis obligée d'être directe avec eux. Avec eux, je ne cache rien. Ils sont comme mes copines dans la maison. Par exemple, celle qui a 19 ans, je vois des filles de 19 ans qui ont déjà 3 à 2 enfants. Mais elles, tellement qu'ils savent que je suis le moteur, papa ne vit plus. Elle ne peut pas m'amener un enfant. Donc, je les sensibilise à toute heure. Je parle de la maladie à toute heure. C'est pas facile d'avoir des personnes qui témoignent à visage découvert en Afrique pour parler de leur sérologie. En tout cas, dans le quartier même, quand tu passes là, tu n'es pas bien vu. Mais on se prend en charge, on dit que comme ça n'est ainsi, c'est une maladie comme toute autre maladie. Il faudrait qu'on vit avec et on fait avec. Moi, je témoigne à visage découvert aussi. Ça a plusieurs faces pour moi. C'est aussi une vengeance parce que lorsque j'étais malade, j'ai été rejetée. Les gens avaient trop parlé de moi. Je veux vraiment que nous brisons cette couche noire. Que les gens ne comprennent pas qu'ayant même le VIH, on peut vivre. Puisque depuis 2000, j'ai traversé vraiment des moments difficiles. Nous avons assisté à beaucoup de ruptures des couples qui n'arrivent pas à se supporter quand l'un d'eux est infecté. En fait, c'est l'un de nos combats aujourd'hui dans la lutte contre le VIH-Sida. Par exemple, dans mon association, j'avais au moins 50 femmes. Toutes ont un problème. Toutes ont un problème de ce genre. Ils disent aux enfants, votre maman
est séropositive, elle a le sida. Des fois, ils vont même jusqu'à dire il a tué votre papa. Et ça fait mal. Et je leur dis, mais je vis. Et peut-être vous pouvez en avoir un cas dans votre famille et que je pourrais vous venir en aide puisque je suis un témoignage vivant. Et les personnes finissent par s'adapter aux enfants et à moi-même. Dans mon association, je viens de perdre une séropositive. Elle n'est pas morte vraiment de la maladie. Elle est morte du rejet. Cette dame, si elle était encadrée, on pouvait la récupérer. Mais il n'y avait que moi seule. Dans la maison, elle vivait avec son père, avec ses enfants. Mais le père avait divisé le salon de telle manière que ses enfants et elle ne peuvent pas traverser là où était son père avec sa femme. Elle était abandonnée à elle-même. Je dis, c'est une chose d'avoir un secret et le garder. Et c'en est une autre aussi de pouvoir parler de son statut ouvertement. Et je me suis dit qu'il n'y a que quelque chose qui est caché, que les gens cherchent à découvrir. Ce qui m'a amené à aller vers les miens d'abord, ma famille en général, pour leur annoncer mon statut. Ils m'ont très bien pris, tout le monde m'a accepté. Moi, je dirais que ça a été vraiment une joie pour moi. Au niveau de mes amis aussi, jusqu'à présent, tous m'acceptent comme je suis. J'entretiens toujours de bonnes relations avec eux, on est toujours ensemble. Quand il s'agit de partager les repas, être ensemble, on est toujours ensemble. On est même plus liés qu'auparavant. Je demande à tous les parents des personnes qui ont eu leur test positif de ne pas les rejeter. Parce que la maladie n'est pas une fleur. Parce qu'au marché, tu trouves une fleur jolie, belle. Tu peux choisir une couleur. Mais ça arrive, ça arrive. Et quand tu nais tout beau, tout neuf. Mais en partant, tu partiras toujours avec quelque chose. Hein, Madame Vélé? Tu ne peux pas me dire que depuis ta naissance, tu es née aussi belle, petite, mais en grandissant aussi, tu traverses aussi des étapes de choses. Moi, je sais que pour moi, c'est ce qui va m'amener à mon départ. Moi, ça ne me fait pas mal, puisque je sais que je suis appelée à partir un jour ou l'autre. Le sida, c'est ensemble que nous le vaincrons. Les hommes et les femmes ont besoin de projets et de bonheur. Et le crier, le dire, c'est exister demain. On a des projets de mariage, de construction, pourquoi pas. Moi, j'espère que d'ici 2010, on va pouvoir se marier. Pourquoi pas avoir même une très belle maison. Pourquoi pas une voiture comme les autres. Voyager, on a plein de projets. Mais je pense qu'avec l'aide de Dieu, s'il nous garde en vie, parce que ça aussi c'est un projet, d'être vivant le plus longtemps possible, nous pourrons vraiment exaucer tous ses vœux. Mes rêves, savoir une belle maison, là où je vais habiter avec mes enfants, ne plus payer le loyer comme là où je suis en train de payer. Si tu ne payes pas le loyer, tu es bien. Donc mon rêve, c'est construire maintenant une maison pour mes enfants. Je ne veux pas que je meure demain ou après-demain, que mes enfants soient encore des éternels locataires comme moi-même. On a besoin de renforcer l'activité que nous avons pu mettre en place et pourquoi pas même développer d'autres activités, peut-être allant dans le même sens, parce qu'éventuellement il y a des personnes qui vivent avec le VIH qui ont peut-être perdu leur emploi, sont dans une difficulté vraiment peut-être matérielle, financière, nutritionnelle. Donc ça pourra peut-être leur permettre d'avoir un espoir. Nous souhaitons vraiment qu'il y ait une mobilisation de la part de toutes les âmes bienfaitrices, des partenaires éventuellement et des différents acteurs politiques éventuellement aussi. Parce que le sida n'est pas l'affaire d'un camp ou un groupement bien donné. Aujourd'hui, nous constatons que c'est tout le monde qui est concerné par la pandémie. Si vraiment Dieu me fait encore grâce comme il m'a fait grâce, que je sois encore sur la terre de nos aïeux jusqu'aujourd'hui, s'il peut vraiment donner une situation à mes enfants,
je serai très, très fière, très contente. Je rêve vraiment d'avoir une maison pour quitter la location, aller vivre vraiment dans ma maison. Je suis choriste dans mon église. Si je suis allée jusqu'au niveau d'être choriste, c'est parce que j'ai besoin de louer Dieu. De louer Dieu parce que je ne suis pas capable de lui dire merci. C'est ma façon de lui donner tout ce que j'inspire. Oui, je chante à l'église. Je fais tout vraiment pour que la chorale soit, pour que l'église, les gens qui viennent à l'église soient à l'aise. Le grand travail, c'est réussir la pâte. Que mes sœurs s'élèvent comme moi. Que mes sœurs s'élèvent comme je suis là. Parce que on n'appartient pas au lendemain.